Bonjour à toutes et à tous. Madame et monsieur le modérateur, merci beaucoup. Alors effectivement, la RSPO, récupération sanguine péropératoire, la question est, sait-on vraiment ce qu'on retransfuse? J'ai des liens d'intérêt et pour le coup, j'ai des liens d'intérêt qui impactent directement cette présentation parce que je suis investigateur d'études précliniques et cliniques pour un dispositif excusez-moi, qui s'appelle le dispositif SAME par ICEP. Donc je travaille depuis plusieurs années avec cet industriel. Alors, le problème de la RSPO, c'est que c'est finalement assez simple d'utilisation. C'est un avantage et un inconvénient. Et l'inconvénient, c'est que c'est souvent vu un petit peu comme une boîte noire au bloc opératoire. On le met, c'est comme ça. On a l'indication qui est fixée. Et on ne sait pas vraiment ce qui se passe dedans. On ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. On ne sait pas vraiment ce que ça nous rend, si ce n'est que ça nous rend un concentré érythrocytaire. Et puis on le retransfuse au patient. Tout fonctionne bien, on est content et ça roule. Et finalement, on se pose assez peu de questions au quotidien sur la RSPO. Et ce qu'on va se poser ce matin comme question, c'est comment ça fonctionne et quelle est l'évaluation biologique que l'on peut en faire et donc qu'est-ce qu'on retransfuse réellement. Et si je vous posais la question tout de suite, on ne va pas faire un vote, mais qu'est-ce que contient le produit final des dispositifs du RSPO parmi ces propositions? On verrait, spoiler alerte, tout ça. On connaît des RSPO par centrifugation. Vous les utilisez au quotidien. Il fonctionne avec un bol de LATAM, c'est un bol de centrifugation qui va séparer le sang que vous éparinez et diluez en une composante érythrocytaire et puis leucoplaquettaire et puis plasmatique. L'objectif étant d'éliminer le plasma, d'éliminer les leucocytes, d'éliminer les plaquettes et de ne garder qu'un concentrat qui devrait contenir uniquement les globules rouges. Et ça, c'est ce que les industriels qui vendent ces dispositifs nous communiquent. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, on a maintenant sur le marché un autre dispositif qui n'est pas basé sur un bol de centrifugation, mais sur une cartouche de filtration, un peu comme une cartouche de dialyse, et qui va de la même façon venir séparer les composants plasmatiques, mais cette fois, parce que la cartouche est filtrante, garder les éléments cellulaires. Donc l'objectif est de libérer tous les composants plasmatiques et les contaminants potentiels et de garder tous les éléments cellulaires, donc globules rouges, plaquettes et leucocytes évidemment. Alors quand on regarde les plaquettes, les brochures des dispositifs commerciaux que vous utilisez, bon, ce sont des machines extraordinaires, mais ça c'est normal, c'est des brochures commerciales, et on voit que la communication est basée sur le fait de récupérer les globules rouges de façon efficace, avec une hématocrite élevée, en ayant un excellent lavage de l'héparine et des protéines, et c'est un peu le même discours pour tous les dispositifs, c'est-à-dire on récupère bien les globules rouges, et uniquement les globules rouges, et on lave bien les composants plasmatiques, l'héparine, voire pour certains, on lave bien l'hémoglobine libre qui peut être libérée par l'hémolyse lors de l'aspiration ou lors du traitement. C'est la même chose pour le dispositif SAME, où la communication se fait sur la récupération globulaire et plaquettaire. Alors effectivement, c'est des machines qui marchent bien pour ça, et vous pouvez être pour le coup assez certain de ça. C'est que quand, y compris sur des données de vraie vie qui sont publiques, il n'y en a pas beaucoup, elles ne sont pas de très bon niveau, je dirais scientifique, mais on a des études indépendantes des industriels qui nous montrent que ces machines fonctionnent bien pour récupérer les globules rouges de façon efficace, avec une hématocrite élevée. En ce qui concerne les plaquettes, bon là il y a une différence qui est notable. C'est forcément le dispositif basé sur la filtration de ICEP, il est fait pour récupérer les plaquettes. Il récupère à peu près une plaquette sur deux. On en rediscutera un petit peu. Les autres dispositifs, et ça c'est quand même intéressant, ils n'éliminent pas toutes les plaquettes. Il y a quelque part entre 5 et 10% de plaquettes qui restent et qui ont été assez peu évaluées dans ce dispositif. On en reparlera tout à l'heure. En termes de lavage, c'est pareil. Vous pouvez être serein. Ça lave très bien l'héparine. Ça ne veut pas dire que ça lave complètement. Il y aura toujours des traces. Méfiant chez un patient, par exemple, avec une TIH, pour lequel ça peut poser problème. Et puis, vous avez une élimination qui est relativement bonne, voire très bonne, de l'hémoglobine libre qui peut être éliminée. Et ça, c'est important parce que c'est un critère de qualité. Comme vos transfusions allogéniques, l'EFS a des critères de qualité en termes de contenu d'hémoglobine libre, parce que ça peut avoir un impact notamment sur la fonction rénale, même si le niveau de preuve pour ça n'est pas très élevé, plutôt préclinique que clinique. Et donc, c'est un sujet que je connais bien parce qu'on a... je n'ai
peu étudié les dispositifs basés sur la centrifugation, mais on a eu à cœur d'étudier en détail les dispositifs basés sur la filtration, c'est-à-dire de ne pas laisser de trous dans notre évaluation et de savoir exactement ce qu'on transfuse. Donc on l'a fait en préclinique, ça nécessite des études, je dirais, assez poussées, détaillées, en préclinique, là sur du sang total humain, pour bien évaluer toutes les conditions. Un point intéressant, c'est que la plupart des dispositifs dont vous pouvez trouver, basés sur la centrifugation, dont vous pouvez trouver les résultats publiés, ont évalué la capacité d'élimination de l'héparine pour des posologies relativement élevées, mais qui restent dépassables en pratique clinique, notamment en chirurgie cardiaque. Et donc nous, quand on avait évalué ce dispositif, on s'était mis à 12 unités ml d'héparine, ce qui est une dose extrêmement importante pour être certain que l'on élimine, même dans des conditions de grand surdosage en héparine, l'héparine. Et donc on a pu, dans le cadre de ce dispositif, montrer que la capacité d'élimination de l'héparine, de l'albumine, des autres composés plasmatiques, des cytokines, était de bonne qualité et permettait d'éliminer une très grande partie de ces protéines. Et puis on l'a montré ensuite en pratique clinique, on vous en reparlera tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a été regarder la fonction plaquettaire dans ces dispositifs-là. Donc ça, il faut savoir ce que vous retransfusez. Et donc, on a été regarder en cytométrie de flux quel était l'état d'activation des plaquettes que l'on retransfusait avec le dispositif SAME. Et on voit qu'on a une petite activation plaquettaire qui est peu importante, qui est moins importante finalement que celle que l'on peut observer dans des concentrés plaquettaires de l'EFS, y compris tout frais. Et donc ça, c'est un point intéressant qui permet d'avancer un petit peu pour savoir ce qu'on retransfuse en termes cellulaires. Alors, quand je fais les topos, je pose souvent cette question-là, et les leucocytes, parce que vous voyez que dans les brochures, dans les communications, on n'en parle jamais. Et quand on discute comme ça avec d'autres collègues, on me dit tout le temps, en fait, le dispositif, il élimine, on ne garde que les globules rouges. Je vous ai montré qu'il gardait aussi un petit peu les dispositifs par centrifugation, un peu de plaquettes. C'est intéressant quand on regarde le peu de littérature que l'on a sur le sujet. On voit que les dispositifs basés sur la centrifugation, en fait, ils vous gardent une grande majorité des leucocytes. Ça, c'est intéressant parce qu'on les a évalués, on s'est posé la question dans l'évaluation du dispositif ICEP, on s'est dit, OK, on va garder tous les leucocytes, mais est-ce qu'ils sont vivants? La réponse est oui. Est-ce qu'ils ont des marqueurs d'activation de façon importante? La réponse est non. Est-ce qu'ils sont viables? La réponse est oui. Tout ça en cytométrie de flux. Et pour les dispositifs basés sur la centrifugation, on n'a pas grand-chose, malheureusement. Alors, on a des équipes australiennes qui se sont dit, sans aller regarder ce qui se passe à l'intérieur du dispositif, mais en regardant plutôt le patient, avant ou après transfusion, ils se sont intéressés à est-ce que ça a un impact sur l'immunomodulation du patient, dans des cas de chirurgie orthopédique, avec ou sans transfusion, avec ou sans dispositif de RSPO. On ne va pas rentrer dans le détail là tout de suite, mais c'est une préoccupation de quelques équipes. On a la chance d'être modéré par Fanny, et tout à l'heure, en amphi 315, enfin salle 315 à 16h30, une étudiante de Toulouse, Alizé Assad, qui présentera un travail très intéressant, justement pour faire ça, pour évaluer l'inflammation, l'immunothrombose qui peut être induite par les dispositifs Sorin. C'est un travail de Master 2 qu'elle a conduit. Ils ont accepté que je présente une partie de leurs résultats. Je les en remercie beaucoup parce que ça apporte beaucoup à la discussion. Et donc, ils ont inclus des anévrismes de l'aorte abdominale en chirurgie programmée, 14 patients. Ils sont allés traiter avec un dispositif Livanova Extra. Ils sont allés faire des prélèvements sur le patient, sur le réservoir, sur le concentrat, c'est-à-dire sur le produit final. Ils montrent bien qu'il y a effectivement une quantité très importante de leucocytes qui est retransfusée au patient. Ça fonctionne bien, toujours sur la capacité de concentration dans le produit final en hémoglobine. Il y a un petit peu de plaquettes. Il n'y a pas beaucoup de monocytes. Et par contre, il y a beaucoup de polynucléaires neutrophiles. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont allés regarder, parce qu'à Toulouse, il y a un tropisme important pour l'inflammation et l'interaction entre les plaquettes et les leucocytes. Il faut que vous sachiez, si vous ne le savez pas, que les plaquettes, elles font plus que participer à l'hémostase. Elles interagissent énormément avec les cellules de l'immunité. C'est presque des cellules immunitaires au même titre que les leucocytes. Et elles forment des agrégats avec les plaquettes et entre les plaquettes et les leucocytes, les différentes populations leucocytaires. Et ces agrégats, ils sont notamment à l'origine de la nétose des neutrophiles, qui est un mécanisme physiologique et physiopathologique extrêmement important qui explique une bonne partie, probablement, des défaillances d'organes microcirculatoires dans le sepsis ou dans d'autres pathologies inflammatoires non septiques. Et donc c'est intéressant parce qu'ils ont montré que les agrégats plaquettes
polynucléaires neutrophiles, monocytes, plaquettes, persistent et sont bien représentés dans le produit final qui est retransfusé. Et ça peut avoir un impact sur la réponse inflammatoire du patient. Une partie des neutrophiles, comme ils l'ont montré en cytométrie de flux, sont activés lorsque vous les retransfusez. Et il y a une portion non négligeable, après le 3e cycle de traitement dans cette étude, de cellules nécrosées parmi les cellules que vous retransfusez. Et donc ça va nécessiter, et je pense que ce sera peut-être la suite de leur travail, d'aller peut-être un peu plus loin et de voir l'impact sur le patient. Et en tout cas, c'est ce qu'on aura à cœur de faire dans des études ancillaires de l'étude du RCT Coltrane, qui est portée par Alexandre Ouattara à Bordeaux, et qui va comparer les dispositifs ICEP et dispositifs basés sur la centrifugation. Les cellules tumorales, ça c'est un point de discussion important. On a assez peu de données, mais ce que l'on sait, et notamment grâce à cette étude qui avait évalué de la chirurgie rachidienne de métastases osseuses provenant de cancers de différentes primitifs, sur 20 patients, ils avaient isolé les cellules tumorales par tricellulaire dans le sang du patient, dans le sang autour de la tumeur lors de la chirurgie, dans le réservoir du cell-saver, puis après le traitement, le lavage, puis après le passage par un filtre de déleucocytation. Et ça, c'était assez intéressant parce que vous voyez que sur les 20 patients, il y a 70% des patients, à chaque fois les chiffres en dessous, c'est le pourcentage de patients qui ont une positivité pour des cellules tumorales circulantes. Et donc 70% des patients avaient dans leur sang déjà des cellules tumorales circulantes. Donc, il y a beaucoup de patients avec un cancer qui ont des cellules tumorales circulantes. Vous voyez que le fait, et a fortiori quand on se rapproche de la tumeur, le fait de laver le sang au travers du cell-saver ne diminue que peu la proportion de cette positivité. Et le passage avec un filtre de déleucocytation, même s'il réduit un petit peu la quantité, ce n'est pas significatif et l'effet n'est pas très important. Donc ça pourrait être, ce n'est pas l'occasion de ce topo, mais ça pourrait être l'occasion de discuter pour la place de ces dispositifs chez les patients cancéreux. L'autre question qui est souvent posée, c'est les bactéries. Pour ça, on a peu de données de vraie vie. On sait que quand on fait les contrôles qualité de nos dispositifs, tous les 25, 30 passages, on a très fréquemment des hémocultures qui sont positives, sans qu'on ait de difficultés identifiées, voire même dans les méta-analyses qui sont intéressées à la RSPO, une diminution du risque infectieux par rapport à la transfusion allogénique. Mais on a cette étude publiée par Waters dans Anesthesiology en 2003, qui est une étude in vitro en utilisant des concentrés érythrocytaires périmés avec de l'inoculation bactérienne, avec une RSPO par centrifugation Medtronic, où ils ont évalué la concentration des bactéries au fur et à mesure du traitement et avant et après passage dans un filtre de déleucocytation. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on aspire du sang qui contient beaucoup de bactéries, eh bien, il y en a à la sortie, beaucoup moins, mais il y en a quand même à la sortie. Et il est intéressant de voir qu'on a une réduction importante quand on filtre avec un filtre de déleucocytation, même si ça ne réduit pas complètement à zéro la quantité de bactéries. Donc on peut avoir des bactéries dans le sang que l'on retransfuse. Si vous voulez aller plus loin sur ces sujets-là, ce n'est pas le sujet du topo là, mais on a un super topo de la masterclass GIHP par Alexandre Godon de Grenoble que je vous invite à consulter via le site du GIP. En conclusion, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on retransfuse? Vous pouvez être certain qu'avec tous les dispositifs commerciaux actuellement, vous allez retransfuser aux patients des globules rouges viables, bien concentrés, et avec un très bon lavage de l'héparine, des protéines et de l'hémoglobine libre. Avec les dispositifs basés sur la centrifugation, vous allez retransfuser un tout petit peu de plaquettes qui, comme on vous le dira, je pense, à la présentation de Master 2 de l'étudiante de Toulouse, des plaquettes qui sont activées, beaucoup de leucocytes qui sont activés, en partie nécrosés, et des amas leucoplaquettaires dont on ne connaît pas la signification clinique. Avec les dispositifs basés sur la filtration, on sait qu'on retransfuse environ une plaquette sur deux, qu'elles sont peu activées en cytométrie. On retransfuse beaucoup de leucocytes, mais on n'a pas de démonstration de tout ce qu'on a pu faire pour l'instant en cytométrie que ces leucocytes sont très activés et ils semblent viables. On n'a pas de données sur les amas leucoplaquettaires. Et pour terminer, on ne sait pas quel est l'impact de la présence de cellules tumorales et de bactéries et de la place du filtre de déleucocytation dans ces situations. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous en profite pour vous dire que l'étude Coltrane
qui est une étude randomisée contrôlée dont vous parlera, je pense, Alexandre Ouattara tout à l'heure, a débuté à Bordeaux. Et pour vous dire aussi, parce que je ne peux pas ne pas vous le dire, sinon je vais me faire disputer, que le 5 et le 6 décembre prochain, il y aura les 12e journées CAPSO à Bordeaux. J'imagine qu'il vous en parlera aussi, mais c'est bien de marteler le message. Et n'hésitez pas à vous inscrire, parce que la programmation est particulièrement intéressante, mais comme tous les ans. Je vous remercie beaucoup.